Je vous souhaite la bienvenue à tous, de la part de toute l'équipe de l'Institut des Pléiades. On est une petite équipe basée à Genève qui s'occupe d'organiser des événements sur l'éveil des consciences. Et depuis qu'on fait ça, ça fait quelques années, on a réalisé qu'il y avait de très très belles synchronicités qui se passaient, des échanges, des discussions, des rencontres. Et donc, ça nous a vraiment encouragé à continuer. Donc, d'ailleurs, je vous encourage à la fin de la conférence pour parler, échanger, peut-être créer des projets par la suite. Et en fait, on a réalisé que ces synchronicités, elles se passaient quand on était bien connecté à nous-mêmes et qu'on on apaisait ce fameux mental et ses émotions. Et je vous invite ce soir à faire cette expérience-là, pas juste seulement écouter ce que Monsieur Rosset va nous dire, mais aussi l'expérimenter. Parce que quand on se connecte à ces mots, il y a des concepts derrière et il y a des très belles énergies. Donc voilà, je vous invite juste à tenter cette expérience et également à remettre en cause tout ce qu'il dit. Ça, c'est important. Juste son nom et son prénom, à la limite, ça va, on peut laisser passer. Mais le reste, je vous invite vraiment à toujours remettre en cause ce qu'on dit dans les conférences. C'est très important. Il y a cette partie concrète, terre à terre, qui est vérifiable. Et il y a cette partie un petit peu plus magique qui apparaît quand on respire bien et qu'on se pose. Donc encore un grand merci à vous tous et à tous les membres de l'Institut qui nous ont aidés, à l'accueil et à Arnaud aussi et à Sergio pour la salle. Et je vous souhaite une très très bonne soirée en notre compagnie. Merci. Je laisse la parole à Matej qui va vous expliquer un peu plus en détail le déroulé de la soirée. Merci Stéphane. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à cette conférence exceptionnelle, il faut le dire d'entrée. Quelques mots sur l'organisation de l'événement. Donc, je m'appelle Matej Assine et je suis un des membres fondateurs de l'association Institut des Pléiades. Et la conférence va durer à peu près 1h45. Il y aura 1h15 de présentation et une demi-heure de questions de la part du public auquel Jacques Rosset va répondre. Et à la suite de quoi, nous vous invitons à boire un petit verre à l'extérieur afin d'avoir un petit moment de convivialité où vous pourrez échanger et peut-être faire connaissance. Et puis Jacques vous le dira peut-être, mais il y a aussi son livre, son ouvrage qui sera à la vente à ce moment-là. Et peut-être à la dédicace même. Nous fonctionnons sur le mode de la donation avec notre association. Alors un grand merci à tous ceux qui ont fait une donation déjà à l'entrée. C'est avec ça que nous pouvons organiser ce genre d'événement. Il y a, comme vous l'imaginez bien, des frais de publicité, etc. à couvrir. Je vous demande de ne surtout pas oublier de rallumer vos portables à la sortie. Et pour vous présenter brièvement notre conférencier, M. Jacques Rosset, ici présent, il est donc architecte, HES, écobiologiste de la construction, spécialiste en urbanisme durable et gestion de l'électrosmog, un problème de plus en plus présent aujourd'hui, ainsi que expert en Feng Shui. Il a étudié et connaît de manière approfondie la géométrie sacrée, la géomancie et la géobiologie. L'architecture vivante et l'urbanisme durable, la construction écologique et la santé dans le bâti sont au centre de sa pratique professionnelle depuis qu'il a ouvert son bureau d'architecte à Carouge en 1983 avec sa compagne et collègue Madame Brigitte Rosset, ici présente. Mais M. Rosset a plus d'une corde à son arc. Et en automne 2017, il a publié un ouvrage intitulé « Genève-Mont-Blanc, haut lieu planétaire ». À cette même période, il est venu nous parler ici même à Unimail
de cette relation énergétique puissante et particulière qui existe entre le Mont Blanc et la région genevoise. Ce soir, nous avons donc la grande chance de l'accueillir à nouveau pour le deuxième volet de son exposé sur les centres d'énergie de Genève. Alors, sans plus tarder, je vous demande, cher public, de bien vouloir accueillir chaleureusement notre illustre invité, M. Jacques Rosset. Bonjour, vous m'entendez? Ça va bien? Eh bien, bonjour à tous et toutes. Je suis toujours impressionné dans les sujets que l'on traite en séminaire, en conférence ou dans d'autres activités du nombre de femmes qui sont présentes ici. Vous ne savez peut-être pas, mais on a mis des quotas. Donc il y a peut-être un 10% d'hommes. Je les salue quelque part. C'est très bien. C'est un juste équilibre. Vous voyez, une sorte de parité, mais pas dans les mêmes proportions. C'est une expérience. Le féminin, les femmes jouent un rôle très important dans la prise de conscience du territoire et des prérogatives qui s'appellent géométrie sacrée, qui s'appellent les énergies de la terre. Les femmes sont très impliquées dans ce processus. Pour vous donner un exemple, le dernier séminaire de géométrie sacrée que nous avons fait en novembre de l'année passée à Pente, c'était exclusivement des femmes. Il n'y avait pas un seul homme dans le groupe. Ce qui est tout à fait inhabituel parce que la géométrie sacrée était le fait des hommes de toujours, en fait. Et on voit qu'il y a un balancement qui s'opère et il est très important parce qu'il est en train d'ouvrir des portes. Je vais boire un petit verre d'eau avant de poursuivre. Voilà. Alors, en guise d'entrée en matière, quand nous sommes dans notre quotidien, un peu chargés par le poids de celui-ci, bien souvent, nous allons dans la nature, marcher, rencontrer les arbres, les oiseaux, l'eau, la terre, et vous savez qu'on se ressource de cette façon-là. C'est bien sûr ce que je fais, peut-être pas assez souvent dans ma pratique quotidienne, mais je le fais. Et puis j'ai pris l'habitude de me balader, parfois un peu de faire une marche rapide avec une athlète. Cette athlète, elle s'appelle Genava. Vous avez entendu parler de son nom parce qu'elle est célèbre depuis l'époque celto-romaine, puisque c'est une déesse. Donc je me balade dans la nature avec cette déesse Genava. C'est très très bien. Puis un jour, enfin plutôt une nuit, je fais un rêve et on me présente quelqu'un qui arrive de façon abrupte. Il s'agit de Saint Genève. On me dit, voilà, c'est Saint Genève. C'est une personne particulière qui me l'a présenté en rêve. Hein, et on me dit, il est là. Il existe, il est présent. Et je réponds, mais c'est curieux parce que nous avons toujours, dans notre inconscient collectif, nous parlons de Genève, soit sur un plan un peu mixte, androgyne, soit sur un plan féminin, mais rarement sur un plan tout à fait masculin. Ok, j'ai fait donc connaissance de Saint Genève et puis il nous a accompagnés dans nos promenades. J'avais à côté de moi un couple d'athlètes. Vraiment deux athlètes extraordinaires, avec des prérogatives impressionnantes en termes de performance, de qualité d'être et de longévité. Et voilà, j'ai commencé à dresser un portrait aussi pour vous les présenter. Puis c'est devenu un petit peu linéaire, mécanique, en fait ennuyeux. J'ai donc laissé ceci un peu de côté et je me suis rappelé durant ces derniers mois les expériences que nous avons faites avec ceux et celles qui viennent à nos activités, visites, séminaires, parfois voyages.
où nous avons fait des belles expériences ensemble. Après la conférence de septembre 2017, qui était la première grande conférence à Genève en relation avec la publication du livre, il y a eu toute une dynamique qui s'est mise en place, beaucoup avec des femmes aussi, hein, il y a toujours eu aussi quelques hommes. Et puis nous avons parcouru le territoire, Genève, les pourtours du territoire, notamment en lien avec le triangle d'or, dont je vais vous présenter certains éléments, ou peut-être vous avez lu déjà ça dans mon ouvrage. Et ces expériences nous ont amenés à observer un certain nombre de choses. Donc quand nous sommes allés dans la Genève historique, sur le terre de Saint-Pierre, ce que j'ai nommé le nid de l'aigle, nous sommes allés dans la maison Tavel, qui est extraordinaire, et je vais vous en parler largement durant cette conférence, sur la Treille avec ces singuliers marronniers qui procurent beaucoup de vitalité. Et puis, bien sûr, la cathédrale, son pourtour, l'auditoire de Calvin. Et là, nous avons observé une chose étonnante, non pas que c'était en fait une toute nouvelle information, mais nous avons vu qu'il y avait une désertification du féminin. Je parle là un peu de l'aspect du féminin sous l'aspect féminin sacré, mais présence aussi de la femme. Puisque dans la cathédrale, il y a un nombre conséquent, hein, à peu près, il y a 5 endroits où la femme était présente, au travers bien sûr, puisque nous parlons ici de la foi chrétienne, de Marie, Notre-Dame, hein, la Vierge Marie, elle était très présente autrefois jusqu'à la Réforme dans la cathédrale. Et puis là, nous avons observé un grand vide. Toutefois, ce grand vide, il a eu des conséquences. C'est-à-dire qu'en même temps que la femme était exclue, le principe du féminin, eh bien, peu à peu, la cathédrale, c'est-à-dire le centre de Genève, le centre de conscience, ce chakra-là, hein, ce 7e centre, eh bien, a commencé à se déséquilibrer et à se vider de son énergie. La cathédrale a commencé à perdre de l'énergie. Et puis ceci s'est perpétué, à mon avis, jusque les premiers repérages importants, je les ai faits en 2016. Je connais la cathédrale depuis bien longtemps, bien sûr, mais là, il y a eu des repérages un peu plus conséquents qui ont été faits. Et là, on a pu observer vraiment ce problème de perte d'énergie. Et jusqu'à l'été passé, où il y a eu un changement. Donc, quand nous étions en groupe dans la nef de la cathédrale, nous avons pu observer ces éléments-là, en prendre conscience. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a un participant qui a fait une remarque tout à fait judicieuse. Il a dit au groupe, dans cette cathédrale, tous les... C'est 4 ans ou 5 ans à Genève, les élections 5 ans. 5 ans. Tous les 5 ans, les conseillers d'État viennent prêter serment dans la cathédrale. Donc, ils prêtent serment et ils doivent tenir leur engagement au vu de la population de Genève. Et puis, il a dit très justement, en fait, il a fait la relation, ils ne peuvent pas tenir leurs promesses car la cathédrale ne tient pas l'énergie. L'énergie, le lieu, c'est ce qui enregistre l'information. C'est ce qui transmet par Gaïa, ce qu'on appelle les grilles de Gaïa, grilles de la Terre, l'information au territoire. Elle est diffuse depuis ces canaux d'énergie qui sont les veines nourricières, les chakras, les centres majeurs. Et cette information, elle est stockée dans le territoire. Et puis là, il y a eu vraiment, on a pu observer cette relation. Et puis en été 2018, à ma grande surprise, la cathédrale a commencé à tenir l'énergie. C'est-à-dire, quand il y a des touristes qui viennent, quand il y a des liturgies ou un concert, le lieu se charge en énergie. Et on peut l'observer au travers des pointages avec le bio-champ, on ressentit beaucoup, mais on peut le mesurer en fait, tout ça. Et là, la cathédrale a commencé à garder l'énergie. J'étais vraiment surpris. Aujourd'hui, donc en l'espace de 2 ans, 3 ans, la cathédrale a doublé son énergie et elle l'a multipliée par 7 en termes de qualité de l'énergie. C'est-à-dire que maintenant, il y a un ancrage qui se fait dans ce lieu qui n'existait pas avant. Donc il y a eu en fait un grand nettoyage
Parce que je pense que le fait que nous prenions conscience de ces phénomènes, aussi avec des documents, avec, je veux dire, des éléments un peu pointus, pour rentrer dans ces espaces, eh bien, nous avons permis à ce que cette charge liée à l'exclusion du féminin puisse se guérir, en fait. Et je pense qu'il y a une réelle guérison à Genève à partir de l'année passée. Ceci, à mon avis, a eu des effets, c'est-à-dire que ça a amené de la lumière. Et cette mise en lumière, elle va s'infiltrer en fait dans notre quotidien, dans notre être. Et regardez ce qui se passe en fait dans la République, puisque vous savez tous ce qu'est une Genferei. C'est célèbre en Suisse, un petit peu à l'extérieur. Eh bien, les Genferei se sont succédés à un rythme tout à fait inhabituel. Le dernier, on apprend qu'il y a eu 9 millions d'études pour un hôtel de police qui ne s'est pas réalisé. Vous connaissez bien sûr tous l'affaire du conseiller d'État Pierre Maudet. Voilà, il y a eu beaucoup de nettoyage. On a juste mis un peu en relation les choses sous cet angle, la transformation des énergies du territoire, où il y a de plus en plus de lumière qui est réellement présente ici. Voilà, donc je vais rentrer en matière avec cette présentation. Donc, vous allez voir un certain nombre de diapos, pour certains des éléments connus, pour d'autres non. Donc, c'est en quelque sorte un résumé, une synthèse de ces 2 années, 1 année et demie d'expérience que nous avons vécues avec un certain nombre de personnes, dont beaucoup sont ici, dans les différents endroits. On est allé notamment pratiquement au pied du Mont Blanc. Et ça, c'était une très, très belle expérience de travailler avec les pointes du triangle et face à l'énergie du Mont Blanc. Voilà, je pense que c'est des jalons qui sont forts dans le cheminement. Voilà, donc je vous invite à découvrir cette présentation. Donc c'est en quelque sorte le 12e volet, la suite de cette conférence qui a eu lieu il y a 1 année et demie, ici. Et puis bien sûr, l'ONU joue un rôle, simplement parce que c'est le porte-flambeau de la Genève qui rayonne dans le monde, particulièrement. Donc ça, c'est important aussi de le mettre en évidence. Alors, là, vous avez une planche professionnelle, ce sera juste celle-ci, je vais vous présenter. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi j'ai réalisé ce livre? Et j'ai du plaisir à m'exprimer devant vous. C'est parce que durant 30 ans, j'ai acquis professionnellement de l'expertise, des connaissances qui me permettent de travailler dans ces domaines du point de vue professionnel, avec des extensions qui sont celles-ci, mais qui sont en train de revenir du point de vue du métier. Donc, il y a une mise en lumière de phénomènes qui étaient considérés à un certain temps comme des éléments ésotériques, moi je dis métaphysiques, mais qui impliquent en fait notre conscience du présent dans le quotidien, je dirais la vie, l'histoire, la destinée du territoire, et j'aime mettre en évidence ces éléments. Voilà, donc là vous avez un certain nombre, je vous laisse simplement voir les différents types d'approches qui sont les miennes, mais l'élément central, eh bien, c'est, j'essaie d'avoir le pointeur ici, c'est, voilà, ce poste-là, c'est la mesure des biochamps de l'humain, c'est-à-dire du rayonnement énergétique qui est le nôtre, et c'est vraiment un indicateur, car lorsqu'on voit le biochamp se transforme, donc on peut le mesurer, on peut le mettre en graphique, etc., eh bien, on peut communiquer avec les gens. Donc ces informations-là, il y a quelques éléments qui ont été présentés au conseiller d'État Antonio Hodgers à différentes personnes au niveau de Genève, du PAV et de la commune de Carouge, et ça a beaucoup intéressé. Évidemment, il y a certains sujets là que je n'ai pas traités avec eux, bien entendu. Mais voilà, ça nous a donné en fait beaucoup de punch pour aller de l'avant avec ces choses-là qui sont forcément extrêmement intéressantes. Alors, je vous parlais de mesurer, je ne vais pas aller bien loin avec ça, mais simplement, nous mesurons les énergies. Et c'est grâce à ces graphiques de mesure, au milieu,
Au milieu, c'est la mesure de la façade d'un bâtiment. Ça, c'est la façade. Ça, c'est devant en mètres. C'est les couches, les différentes qualités des couches d'énergie qui sont mises en valeur par ces graphiques. Ça, c'est les installations techniques qui sont mesurées, notamment la terre des services industriels. Et puis ça, c'est l'humain au centre de tout ça. C'est les modifications du biochamp de l'humain. Lorsqu'on travaille sur la gestion de l'électrosmog, par exemple, ça c'est avant l'installation, la mise en place d'une installation de gestion de l'électrosmog. Ça, c'est juste après. Vous avez des changements qui sont absolument extraordinaires et qui impliquent en fait le bien-être, la santé et aussi les bonnes affaires d'une entreprise. Donc ce monde-là, en fait, qui était métaphysique autrefois, il est en train d'arriver dans le monde professionnel, commercial, et on peut faire du chemin. Bien entendu, ça se répercute sur des soirées comme ce soir, qui sont dédiées aux énergies du territoire. Nous avons également un programme, donc programme 2019. Vous pouvez l'avoir sur Internet ou vous nous envoyez un email, on vous l'envoie. Voilà, on a différentes activités, notamment des séminaires sur la géométrie sacrée qui vont démarrer d'ici le mois prochain. Les attributs de géographie sacrée du Grand Genève. Vous connaissez, pour certains, ce tableau extraordinaire qui s'appelle la pêche miraculeuse de Conrad Witz. Il est très particulier parce que c'est la première fois en Occident qu'un paysage a été peint comme une photographie. C'est vraiment le paysage tel qu'il est. C'était une toute première en 444. Et dans ce paysage, vous voyez déjà les attributs de Genève, avec le môle au milieu, les voirons à la gauche, le salève à droite, et puis derrière, si on regarde bien, on voit très très bien les pics du Mont Blanc. Donc ce phénomène d'attrait pour le territoire, il est déjà présent depuis de nombreux siècles, et les anciens, ils ont été aussi charmés que nous de la beauté de ce territoire. Et puis, quelques siècles après, cette boîte à musique tabatière qui a été dédiée au colonel Sonnenberg, elle a réapparu, elle a été volée au musée de l'horlogerie il y a 15 ans. Elle est revenue sur le marché, elle a été reprise par le canton de Genève, et vous pouvez voir cet émail magnifique avec ce paysage, et puis le colonel Sonnenberg, qui est remercié pour avoir protégé Genève contre Napoléon, qui revient de l'île d'Elbe, avec la crainte qu'il se réinstalle à Genève, après une période qui a été plutôt mal reçue de la part des Genevois, où nous avons été occupés par nos amis français. Et puis, bien sûr, ces montagnes, elles aboutissent en fait dans l'anneau, ce que j'ai nommé l'anneau des 5 et 6 montagnes de Genève, avec ces montagnes qui sont donc... ici, elles ne sont juste pas nommées là-dessus, mais je précise ici. Donc on a ici, cette montagne, c'est les Voirons, on a ici le Môle, on a ici le Salève, le Vuache et le Jura qui est très long. Ce sont les formes archétypiales. Et vous voyez que ces montagnes-là, elles ont des prérogatives extraordinaires parce qu'elles sont toutes configurées selon le Feng Shui. Ce sont les formes archétypales qui sont dans le corpus de Feng Shui depuis à peu près 2 millénaires. Elles ont été codifiées. Ce sont les formes archétypales. Il y a 5 montagnes, plus il y a une 6e qui sera le Mont Blanc, et elles se succèdent dans le cycle des 5 éléments, ce qu'on appelle le cycle constructif Sheng, le cycle de la création. Et elles sont toutes dans leur bon secteur. En fait, quand vous alignez tout ceci, c'est vraiment incroyable qu'on puisse avoir une telle succession d'éléments qui correspondent à un ordre cosmique. Voilà donc une image qui est née vers 2016. En 2000 et 2016, elle était finalisée à ce moment-là pour le livre, La Rose de Genève. Vous voyez ici, vu un peu sous un angle d'œil de poisson, ces 5 montagnes. Ici, je ne vais pas les nommer, vous pouvez bien sûr les repérer, et qui sont en relation avec
les 5 éléments. Et c'est vraiment cet anneau autour de nous qui fait que le territoire, le centre du territoire du Grand Genève, mais qui rayonne tout autour, est comme dans une coupe, et que dans cette coupe-là, ce qu'on appelle le chi, l'énergie, s'accumule d'une façon très singulièrement importante autour du foyer de la ville de Genève, toujours en rayonnant beaucoup. Hein. Voilà. Donc cette accumulation d'énergie est tellement puissante, nourrie par différentes sources, différents niveaux de lecture, que eh bien, le lieu se met à rayonner. Et il va rayonner dans toute l'Europe, voire beaucoup plus loin, parce que la cité est connectée par des réseaux d'énergie au reste de la planète. Bien entendu, toute la planète est connectée. Il y a d'autres villes, d'autres territoires qui sont aussi connectés. Bien sûr, ce n'est pas le fait de Genève. Mais là, c'est cette qualité en fait qui rayonne et qui fait qu'il y a un impact réel de Genève dans le monde depuis, on va dire, des siècles. Mais tout se met en place à partir de la Réforme, bien sûr. C'est à partir de la Réforme qu'on commence à connaître Genève, d'abord en Europe, ensuite jusqu'aux États-Unis, et puis, bien entendu, à partir du 19e, 20e siècle, c'est au niveau mondial que ceci s'effectue. Un élément important, c'est le patrimoine humain, architecturel, naturel. Je pense par exemple aux parcs qui ont un grand impact pour l'énergie de Genève, parce qu'on a une ceinture d'arbres dans certains secteurs qui sont conséquentes, avec une grande qualité d'espace qui nous apporte bien sûr de l'oxygène, de l'énergie et un bien-être inégalable. Et puis, l'amour de la cité, elle est lègue. Je pense au monument Brunswick, qui est un monument assez singulier, parce que d'abord, il est placé sur un centre d'énergie, mais on peut dire, est-ce que le centre d'énergie ne s'est pas déplacé sur le monument Brunswick? Parce que c'est un édifice qui est conçu avec la géométrie sacrée, avec la tradition des bâtisseurs de cathédrales, alors que nous sommes au XIXe siècle. Et vous savez que le duc de Brunswick, il a mandaté un architecte qui a travaillé en style gothique, un style qui est vraiment symbolique, qui est connecté avec les énergies sources, et ça fonctionne toujours aujourd'hui, peut-être plus dans un mode totalement actuel, mais ça fonctionne. Cet homme a offert à Genève, en francs actuels, 1 milliard. Le Lake Brunswick, c'est 1 milliard. Ça a permis de construire le Grand Théâtre, des grandes salles. Vraiment, ça a apporté une richesse extraordinaire. Donc cet apport, cet amour de la cité, qui est le fait des Genevois, mais qui est le fait aussi des gens de l'extérieur, a joué un rôle dans le rayonnement de Genève, puisque c'est tout un patrimoine qui est venu se greffer autour de nous. Et il est là, donc c'est bien d'en prendre conscience. Voilà. Et puis tout ceci, matériel, immatériel, c'est la mémoire humaine qui va s'intégrer à ce qu'on appelle les grilles de Gaïa, la grille cristalline, la grille magnétique. Il y a 3 grilles principales, et ça, c'est des informations qui sont stockées dans la mémoire du lieu et qui sont aujourd'hui en train de se réactiver parce qu'il y a une véritable mise en lumière depuis quelques années de la planète, ce qui fait que tout ce qui est bon ressort, et ce qui est peut-être lourd, etc., parce qu'on dit aussi Genève, c'est pas toujours drôle, oui, c'est juste, une question d'altitude aussi à prendre, eh bien, ces énergies un peu lourdes sont en train, peu à peu, de se dissiper, de prendre beaucoup moins d'importance. Donc on a une balance qui fait que nous sommes beaucoup plus éveillés parce que la Terre est en train de nous éveiller. Bien entendu, nous pouvons nous éveiller nous-mêmes, mais nous sommes toujours sur le sol. Nous sommes toujours en relation avec la Mère Terre. C'est une évidence même. Voilà, dans les prérogatives, eh bien, ce triangle d'or joue un rôle important. Je ne vais pas vous détailler les circonstances de la création de ce triangle parce qu'il est décrit dans l'ouvrage, mais en fait, plus je travaille dessus, plus je fais partager l'expérience avec des personnes, on est en train de découvrir que les centres, les pointes du triangle, ces 3 pointes-là, et puis bien sûr le Mont Blanc du Taku, là c'est difficile pour y aller, il faut vraiment être un bon alpiniste, je ne suis jamais allé, mais on a commencé à aller ici. Et puis dans quelques semaines, on va aller sur ce point-là. Ici, c'est Vezancy, et là, c'est
je montrerai les dias à ce sujet-là. Ça, c'est le reposoir, la chartreuse du reposoir. Ce sont vraiment des points d'une très grande concentration d'énergie. Et on ne peut pas séparer les choses. Donc, en fait, le rayonnement de Genève est lié à ce triangle, qui est un triangle d'or. Donc, je rappelle que la base, ici, vaut 1. Donc, ça, c'est la vue vraiment à la verticale sur Google Earth. J'ai travaillé avec une précision de l'ordre d'à peu près 10 à 15 mètres. Voilà. Donc, ce triangle, c'est véritablement un triangle d'or. Donc, vous avez ici 1 et sur les côtés 1,618 qui est le nombre d'or. Donc, on a ici un rapport doré entre la base et les côtés du triangle. Et puis, ce mât ici vaut exactement la base. Donc, ce qui focalise les pointes du triangle, ça se passe à des endroits très très précis que j'ai décodés, hein. Très précis avec une marge de 10 mètres, 15 mètres peut-être, parce que ce sont des énergies en partie fractales, donc ça peut... Voilà. Mais c'est des points précis. Ils sont tous reliés avec des chapelles. Dans ces chapelles, il y a Notre-Dame, c'est-à-dire le principe féminin. Il faut juste retenir ça. En dehors de la religion, c'est le principe féminin. Donc, ces endroits se sont mis en place. La pointe, c'est 12e siècle. Hein. Cette chartreuse du reposoir a été construite un peu avant 1200. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce sont des points de force qui sont là depuis des siècles. Simplement, tout d'un coup, on a ici une image qui nous révèle que tout ça est lié par la géométrie sacrée. Donc, c'est intéressant de rentrer dans la géométrie sacrée parce qu'on va voir que les proportions d'or ont des capacités extraordinaires pour réveiller les énergies de la Terre qui vont elles-mêmes nous réveiller par la suite et avoir un impact sur notre ADN. Donc, c'est intéressant parce que ceci participe de la grande transformation planétaire qui est en route actuellement. Voilà. Et dans les autres prérogatives, eh bien, ce sont les grandes veines d'énergie du territoire. Ici, vous voyez un focus sur une partie du canton, plutôt la rive gauche, avec ici la grande veine de Chi qui vient du Mont Blanc. J'ai mis des largeurs qui correspondent vraiment à la densité éthérique de la veine, c'est-à-dire ça fait à peu près, la bande rouge là fait à peu près 200 mètres de large. Hein. Cette veine qui vient ici, qui passe par le quartier de Florissant, le bien nommé, et qui va croiser ici avec cet autre courant veine nourricière qui vient de la vallée du Rhône et de la Méditerranée. Voilà. Et ce point-là, c'est le bourg de Four, où vous avez toujours des terrasses qui sont hyper bondées, presque même en hiver, hein, parce que les gens sont attirés sur ces points d'énergie. Et puis, d'autres éléments importants, je continue. Voilà, là, il y a une nomination de ces veines. Donc ça fait partie de l'étude qui a été montrée au conseiller d'État, ainsi qu'à la commune de Carouge, qui ont très très bien reçu ces informations. Voilà, et, en fait, elles ont ces veines, c'est les endroits où on a mis les bâtiments, où on a créé les places, où on a installé les églises. En fait, là où la vie se déroule avec l'urbanisation et les fêtes historiques. Voilà. Et puis, quadruvium, alors Carouge est extrêmement intéressant parce que là j'ai développé tout ça évidemment. Ce quadruvium, ça veut dire la croisée. Donc on a dit c'est la croisée de deux chemins. Oui, certes, mais ces chemins étaient juste placés sur deux lignes d'énergie, qui fait que quand il y a une croisée, les énergies se multiplient par 10, 20, 50, à peu près quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, il y a beaucoup d'éléments qui explicitent en fait comment le territoire est construit et que tout ça, on peut l'exploiter pour créer la nouvelle urbanisation à Genève. Parce que si vous en créez un bâtiment public, par exemple, ou un parc, un endroit où il y a vraiment quelque chose qui se passe, une école, eh bien, les personnes vont se mettre à être beaucoup mieux, beaucoup plus rayonnées. Quand vous rayonnez, vous échangez vos auras et vous commencez à communiquer ensemble. C'est pour ça que certains endroits sur ces points d'énergie, par exemple dans cette zone-là, eh bien, vous trouvez ce qu'on appelle, les journalistes appellent la rue de la soif. C'est la rue de l'école de médecine. Parce que c'est noir de monde le soir. Parce que les gens sont sûrs, la veine d'énergie. Je ne parle même pas de Carouge,
quadrivium, c'est le chat noir et le triangle d'or des 3 cafés qui ne désemplissent pas, sauf les jours de fermeture, parce que ça attire les gens, tout simplement. Vous avez tout d'un coup votre biochamp qui va être démultiplié par 10. C'est impressionnant quand on prend conscience de ça. Voilà. Je continue. Ces veines d'énergie, on les nomme notamment, on pourrait les appeler courants telluriques. Mais courant tellurique, c'est très masculin, c'est très mental. Je n'en parle pas de cette façon. J'aime bien travailler avec le mode féminin, veine d'énergie. Et puis, dans un mode symbolique, ce mode symbolique, il est très important parce qu'il va nous connecter à des archétypes qui sont sur des plans de fréquences plus élevées. Ces archétypes, eh bien, c'est celui des serpents et des dragons, bien souvent. Donc ça, ce sont des termes, au niveau mondial, les peuples autochtones connaissent ces prérogatives. Nous, on les a simplement oubliées. Et puis, juste, par exemple, les femmes qui avaient connaissance de ces phénomènes dans le Moyen-Âge, elles ont malheureusement été pourchassées, notamment par l'Église, parce que les choses étaient ainsi à ce moment-là. Mais ceux qui ont porté ces prérogatives, ce sont les constructeurs de cathédrales, ce sont les bâtisseurs, ceux des églises romaines. Avant, les Celtes qui ont construit, qui ont posé les mégalithes, c'est eux qui portaient ces connaissances-là, donc vraiment des hommes. Donc hommes et femmes, oui, ont porté ça. Il y a eu une prérogative plus masculine pour la connaissance de ces énergies. La cloche de Shinagawa, parc de l'Ariana, peut-être vous la connaissez, cette cloche a une très belle histoire, elle était au XIXe siècle à Genève, et puis elle était en fait kidnappée du Japon grâce à la bonne entente sino-suisse. Elle a été restituée aux Japonais, qui, en signe de reconnaissance, ont créé un double en bronze et ils en ont fait cadeau à Genève. C'est pour ça que cette cloche est toujours là, parce qu'elle c'était une cloche sacrée, très importante pour la tradition japonaise. Et puis sur cette cloche, voilà, qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr, un dragon. Ça, c'est les serpents de lumière en mode asiatique. Ces dragons, vous allez les voir beaucoup d'endroits. Et au plafond de l'Ariana, où il y a des céramiques magnifiques dans la section asiatique, au plafond, vous avez ce magnifique dragon, qui est vraiment le dragon chinois classique qu'on va voir en Feng Shui, en médecine chinoise. Bien. De l'autre côté de la planète, au Pérou, on est à Cusco. Voilà, vous voyez ici les soubassements Inca avec des pierres qui sont appareillées en mode féminin, ici de façon très très précise. Et puis les Espagnols ont construit un bâtiment ici, ils ont récupéré ces extraordinaires maçonneries. Il y a plusieurs bâtiments de ce type-là à Cusco et ailleurs au Pérou qui sont emblématiques. Mais vous voyez cette dame ici qui met ses mains parce qu'elle est en train de se charger en énergie. On avait repéré durant un voyage cet endroit. Et vous voyez ici, eh bien, sur ces pierres, vous avez en haut relief, donc c'est en saillie, vous avez des serpents qui sont dessinés ici. Il y en a plusieurs. Là, il y en a 2 qui vont dans un sens différent, un 3e ici. Voilà, on va retrouver ceci fréquemment dans cette conscience amérindienne du Sud, où ces forces-là, elles font partie du quotidien, en fait. Alors, ce sont les serpents indicateurs des veines terrestres nourricières de la ville. Ça veut dire que c'était une façon pour l'élite et la population, simplement de communiquer que le bâtiment il était bâti sur une veine d'énergie, sur laquelle circulent ces forces. De l'eau, courant d'énergie de sol, du chi, voilà, différents types de... Ça, c'est la porte. Vous voyez aussi, il y a des serpents qui sont autour de la porte. Ça signalait que ce bâtiment avait une fonction importante. Je ne connais pas le détail, mais c'était certainement un bâtiment important dans le fonctionnement Inca de l'époque. Et puis là, on est en Égypte, où on voit ici, eh bien, c'est une stèle qui est à Assouan. C'est une stèle qui est dédiée au tutélaire du fleuve, ou du dieu du Nil, qui s'appelle Hapi. Hapi, il est là, vous voyez, avec un gros ventre ici, des seins proéminents, et puis des fleurs de papyrus qui poussent, selon le nombre 3, sur la tête. Et vous voyez cette eau qui inonde le Nil. L'Égypte est sec, c'est du feu.
Vous sortez de la vallée du Nil, c'est le désert absolu. Donc l'eau, c'est vraiment quelque chose. Et le serpent est toujours présent. Donc c'est intéressant parce que dans le corpus du Feng Shui, on dit que les veines de Qi suivent les courants d'eau aussi. D'ailleurs, j'en ai représenté à certains endroits sur mes planches. Il y a des veines d'énergie qui sont sur l'Arve, qui sont sur le Rhône et aussi sur le lac. Donc ces informations-là, elles sont vraiment planétaires. Et puis, ça c'est une fresque dans la tombe de Ramsès Ier. On voit ici des serpents au-dessus d'une barque sacrée, ici, qui est dans une navigation symbolique. Et puis, ces entrelacs extraordinaires. Donc là, on sait qu'on est en relation avec les forces du sous-sol, ces veines d'énergie. Et là, vous avez c'est peut-être le mist, c'est peut-être c'est le gardien qui, lui, est en train de travailler, vous voyez, avec une canne. Ça veut dire qu'il a une connaissance de ces flux vitaux. Et là, on commence à rentrer dans la grande tradition des constructeurs qui avaient ces connaissances sur les énergies du sol. Alors, on va retrouver, ça c'est un monument, c'est un chef-d'œuvre de tailleur de pierre et de charpentier. Il est à Carouge, dans la maison de la Fontaine, qui est une maison communale. Et puis depuis que je fais visiter, on était dans les visites de Carouge, qui sont organisées par la commune, cet endroit, ça a vraiment éclairé des gens sur dire, mais on a tout un capital de connaissances sur ces données-là, qui sont là. Et puis, on a juste à lire. Alors ce monument-là, il était perdu. En fait, les gens passent, montent l'escalier qui tourne autour, ici, ne le voyaient pas. Simplement, avec la conscience, on a redonné vie à ces informations parce que vous avez vraiment des symboles qui sont magnifiques. Donc on les appelle les 4 saints couronnés, ce sont les saints patrons du compagnonnage. Et ils représentent chacun un élément. Alors, on peut détailler tout ça, bien sûr, ce n'est pas le but dans cette conférence, mais il y a Claude ici, ce Saint Claude ici, mais lié à la terre. On va juste faire un petit pointage, là, parce qu'à ses pieds, il repose sur un serpent. Voilà. Ça veut dire, alors là on n'est pas dans la dualité de l'Église en disant la Vierge qui pose sur son pied de façon sur le serpent pour le maîtriser parce que c'est le diable incarné. Non, on n'est pas là. On est là dans en fait une reconnaissance de cette force de nature terrestre avec bienveillance en sachant que sans elle, rien ne se passe chez les humains et dans la fertilité du territoire et nos propres énergies de vie. Parce que tout ça est bien sûr en nous. Donc, ce qui se passe là est vraiment important, mais c'est simplement un signe de respect. Et ça veut dire simplement, nous sommes en contact avec cette force-là. Et nous avons les connaissances. Voilà ce que disent les compagnons aujourd'hui sur ces données-là. Nous allons parler d'une autre facette de ces courants, c'est celui qui est lié à la Kundalini. Kundalini terrestre, pourquoi? Parce que sur la planète, il y a un serpent majeur. Les latins diraient c'est le serpent Maximus, le plus grand en fait, qui est lié carrément à la colonne vertébrale de Gaïa. Et il a été nommé principalement par les Amérindiens, donc les peuples autochtones, beaucoup d'Américains, aussi par certains chercheurs comme Drunvalo ou d'autres, Kundalini. C'est parce que c'est en rapport avec l'énergie qui est dans notre colonne vertébrale. Et cette Kundalini, elle a commencé... Attendez, je vais juste... voilà. Elle a commencé à bouger parce qu'elle a été pendant des siècles ou des millénaires en Asie, au Tibet, sur les contreforts de l'Himalaya. Et en 1959, au moment de l'invasion chinoise, ce serpent d'énergie commence à bouger et va quitter le Tibet. Il le fait doucement au départ, et puis ça se dure des décennies. C'est aussi très interne à la Terre. Hein. Ce n'est pas forcément, imaginez ce courant qui est à la surface, mais il est plutôt interne, enfin il est et en surface et à l'intérieur. Il va bouger et il va se diriger vers l'ouest pour prendre position en Amérique du Sud.
où il est arrivé à peu près 2008, 2010, 2012. Cette énergie s'incarne littéralement dans les Andes chiliennes et jusqu'au Pérou, hein, parce que c'est grand, c'est à l'échelle planétaire. Et ceci a signé en fait ce qu'on appelle la prophétie de l'aigle et du condor. C'est qu'il y a eu en fait une réunion des deux principes masculin-féminin, la Kundalini étant plutôt d'ordre féminine, mais c'est deux énergies qui sont unies en fait, hein, en essence même. Et ceci a signé le réveil de Gaïa et une très grande stimulation au niveau planétaire, pas seulement en Amérique du Sud, mais jusqu'ici. Donc il y a eu un éveil depuis cette période-là, donc on est 2013 principalement, là il y a vraiment quelque chose qui s'établit et le moment où tout est établi, ben c'est maintenant en fait, c'est 2018-2019. En fait, la transformation planétaire au niveau des énergies de la Terre, mais aussi de tout ce qui vient sur la Terre, est achevée en ce moment même. Ce qui fait que nous pouvons avoir ces rencontres parce que nous sommes en quelque sorte autorisés par Gaïa à parler de ça, parce que ceci est achevé. Et ça, c'est un grand impact sur nous. Donc, la correspondance avec Genève, eh bien, elle est la suivante. Lorsque j'ai écrit le livre, j'ai mis en évidence, en fait, mais ça s'est arrivé pendant l'écriture, hein, qu'il y avait une montagne, ici, qui est en forme de tête de condor. Voilà, vous voyez ici, donc c'est le Barji, qui est juste derrière, vous avez les Aravis, et puis bien sûr le Mont Blanc. Vous voyez les relations, quand je connais bien la tradition égyptienne, donc je suis tout de suite allé chercher ce portrait de la reine Néfertari, qui est à Luxor, dans la vallée des Reines, et puis j'ai juste vu les correspondances. Vous avez ici hein, le mouvement de l'aile. Moi j'ai ce paysage toute l'année, parce qu'on a la chance de voir le Mont Blanc depuis notre appartement. Je le vois sous les différentes lumières, avec la neige, avec le sec, le soleil, et puis c'est toujours assez fort. On dit, ah, voilà, Mout est là, où Mout se réveille, Mout est active, Mout c'est la déesse Condor. Mais, donc on dit, c'est un vautour, mais en fait, le Condor, il n'y en a pas en Europe, c'est le vautour, voilà. Et il se trouve qu'au pied de cette montagne, il y a l'un des principaux centres de réintroduction des vautours en Europe. C'est quand même extraordinaire, les correspondances. Donc, il y en a dans le ciel qui se baladent, ils sont vraiment là, ils sont de nouveau là, et puis tout d'un coup, on met en évidence, en fait, ce phénomène de relation, vraiment une typologie de géographie en relation avec la forme d'un animal. Et ça, c'est un élément dont j'ai pris conscience dans les Andes péruviennes, avec un chaman qui nous a montré dans les montagnes du Pérou, là il y a un tutélaire, là il y a telle chose qui se passe. Enfin, il nous a mis sur la même longueur d'onde que leur vision, ce qui m'a permis, lorsque je suis revenu en Europe, eh bien, de voir à quel point il y a des homonymies et puis qui ont été prises en compte par les anciens. Seulement, c'est un peu passé, voilà, on a un petit peu zappé ces informations. Mais par exemple, en Égypte, il y a une montagne, enfin une colline au bord du Nil, à Beni Hassan, qui est un lieu funéraire renommé parce que les notables voulaient être inhumés dans cette montagne parce qu'elle est en forme de crocodile. Or, dans la tradition égyptienne, le crocodile, c'est le Nedjer du Nil, c'est un des Nedjers du Nil avec Hapi. Donc il y a une similitude entre la fertilité du Nil et le crocodile, et ce respect va jusqu'à vouloir s'inhumer dans une montagne qui a cette forme. En fait, c'est un lieu d'énergie, hein, cette montagne. Mais lorsqu'on voit la forme de l'animal dans la montagne, ça se révèle à nous, eh bien, on capte l'énergie. Et à ce moment-là, on enrichit l'énergie parce qu'on a reconnu l'animal, donc on a reconnu en fait un principe universel qui a du sens, de la conscience et qui fait partie du vivant. Donc ces relations avec les montagnes qu'on peut avoir, beaucoup avec les formes, sont tout à fait intéressantes parce qu'elles portent
quelque chose de fort. Et puis, parlons de l'aigle. Alors cet aigle-là, eh bien, il se trouve, vous savez où il est? Parc des Bastions. Il y a 2 aigles qui sont côté Grand Théâtre, qui gardent l'entrée de ce parc qui était autrefois clôturé, fermé la nuit, au XIXe siècle. Et puis, ils sont absolument magnifiques. Donc, cette énergie de l'aigle, le symbole de l'aigle, est très présent à Genève, parce que c'est dans les armoiries, bien sûr. Voilà. Avec une clé, ensuite. La clé, c'est ce qui ouvre. C'est ce qui ouvre les portes. Et une porte, c'est une frontière entre l'extérieur et le dedans. Donc, il y a une relation symbolique, mais qui n'est pas sans intérêt en ce qui concerne Genève. Donc, en fait, cette prise de conscience a été en quelque sorte la signature, la révélation de ce qui s'est passé en Amérique du Sud. Je vais juste peut-être compléter, parce que là, on a juste loupé un élément. C'est que l'Amérique du Sud est liée à l'énergie du condor. L'Amérique du Nord est liée à l'énergie de l'aigle. Et ces 2 courants se sont réunis au travers des peuples autochtones qui, depuis 2007-2010, se sont réunis. Ils ont fait des grands rassemblements, beaucoup du côté du pays maya. Et ils ont pu se rendre compte qu'ils avaient tous la même tradition. Il y avait aussi des gens du Pacifique, d'autres, des Asiatiques. Ils ont tous cette même tradition. Il y avait une prophétie qui disait qu'à la fin du XXe siècle, il y avait des chances que l'aigle et le condor se réunissent. Et s'ils arrivaient à se réunir dans la paix, dans la confiance mutuelle, dans l'amour en fait, eh bien, nous avions des chances en tant que planète à faire ce saut quantique qui est en train de se faire, où la société est en train de changer, dans de bonnes conditions. Et c'est ça qui s'est passé. Et c'est toutes ces prises de conscience qui commencent à nous éveiller d'une façon très conséquente. Et je rappelle qu'avant ceci, c'est la Terre qui s'est éveillée. Donc cette signature a été très importante. Et puis, elle s'est aussi réalisée à un endroit très particulier. C'est le seul endroit dans le nord de l'Amérique du Sud, du côté de la Colombie, la Sierra de Santa Marta, où il y a les Kogis. C'est le seul endroit où il y a les aigles et les condors qui volent ensemble. Donc ça a joué un rôle important, cette prise de conscience. Et puis, elle a eu en fait un rebond ici à Genève, dans ce centre planétaire qui est lié à l'énergie du cœur, avec cette prise de conscience entre le vautour du Bargy et puis l'aigle de Genève. Voilà, ça c'est quelque chose qui s'est posé, en fait. Bien sûr, on est là dans des considérations d'ordre intérieur, métaphysique, mais c'est aussi de l'énergie quand on se lie à ça. Voilà. Les veines nourricières et les arcs nourriciers. Donc, j'aimerais savoir à quelle heure on est là, Mathéi. À quelle heure on est? 20h35. Oula, je vais devoir mettre là vraiment la pédale là. OK. Donc, regardez ceci. Il y a une ressemblance entre les veines d'énergie et les éléments racinaires. Voilà, donc la veine Genève-Mont-Blanc, vous la voyez ici, et je fais ici une correspondance. C'est ça. Donc vous avez vu ici une veine, j'ai dessiné en rouge une veine, mais en réalité il y en a d'autres autour qui intercroisent. C'est à peu près cette vision-là. Quand j'ai vu ça dans le film sur la communication des arbres, j'ai dit wow, c'est absolument ça, il faut que je montre ceci, parce que c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc ce n'est pas une veine, mais autour, seulement c'est la veine principale, c'est la veine maître. Voilà. Donc ça ressemble au réseau communication mycélium-racine qui communiquent entre eux, on le sait maintenant, puisqu'il y a eu des recherches magnifiques qui ont été divulguées. Et puis en ce qui concerne les axes, ici l'axe d'or de 127 degrés, ici, qui est une énergie d'un autre ordre, qui est plutôt hors sol, ici, qui est plus cristalline. Vous voyez ici à quoi elle correspond, c'est cet azimut à 127 degrés du nord géographique. Alors, je fais un petit zoom ici. C'est puissant, c'est une énergie qui agit à Genève. Et puis, bon, ça, je l'ai mis en évidence dans le livre. Pourquoi cet angle de 127 degrés? Parce qu'il est connu
par les constructeurs en géométrie sacrée. C'est un angle de pouvoir, simplement. En sachant que cet angle-là, il est calé à Genève. Je passe, vous voyez, sur le nord-sud, ici, sur l'élément nord-sud. Et puis ça, c'est la pointe du Mont Blanc. Donc cet angle-là, de 127 degrés, il est vraiment calé sur la Terre. Donc il y a eu ces images qui ont circulé pour savoir comment les arbres communiquaient ensemble à un autre niveau encore. C'est-à-dire, voilà, ils s'interconnectent. Et cette image, elle est très semblable à ceci. Donc j'ai fait une association, et puis il y a une hiérarchie relationnelle qui a été mise en évidence dans ce film sur la communication des arbres. Il y a des arbromètres et des arbres-mères. L'arbre-mètre, il va donner l'information à tous les autres pour qu'ils se... Par exemple, s'il fait sec, eh bien, l'arbre-mère, il donne son information à ceux qui sont plus petits, qui ont moins d'expérience. Et avec les montagnes, c'est pareil. Il y a des montagnes-mètres, il y a des montagnes-mères. Vous voyez ici, elles sont mises en évidence avec le Mont Blanc et avec le Salève. Il y a une hiérarchie, en fait, avec les montagnes. Voilà. Donc, partout, ça communique. Dans le sous-sol, dans les profondeurs, et juste même à quelques centimètres au-dessus des arbres. Les centres majeurs d'énergie de Genève, donc là, on va parler des centres majeurs dans un premier temps. On va un petit peu voir où ils sont. Donc, j'ai fait ici une relation avec le corps. Ce n'est pas les chakras ici, hein, mais c'est 3 centres qui sont connus dans la médecine chinoise, bien sûr. Pente, c'est un vallon qui correspond à cette énergie ici, qui permet d'ancrer les choses. Rien à voir avec cette force-là. Donc c'est lié au sol, à l'intériorité. Et c'est pour ça qu'on organise des séminaires à Pente, parce qu'on va bien emmagasiner les choses, intérioriser, avec ça en plus. Hein. Bon, c'est un lieu qui est sympa, il y a une belle salle de conférence. Le centre-cœur, c'est la rade, ce qu'on appelle la petite rade. On peut dire que la navette, là, elle est exactement sur le point focal du centre-cœur. Et puis, il y a toute cette zone ici qui joue un rôle important avec le monument Brunswick, parce que là, il va y avoir une condensation de ceci. Donc, ça rayonne tout autour. Hein. Le centre de conscience, c'est la cathédrale Saint-Pierre et la chapelle de l'Oratoire. Donc là, c'est bien sûr lié à la question de l'intériorité du plan spirituel. Et puis, ce centre source, qui est le vallon, ce que j'ai nommé la plaine aux dames, on appelle le lieu de la pierre aux dames, puisqu'il y a cette pierre qui a été trouvée avec des dames dessus. Hein. Voilà, c'est lié à ces centres d'énergie qui sont au-dessus de nous. Donc, là, on a des énergies qui nous connectent avec la source. C'est pour ça que j'ai adopté ce terme-là. Et l'année passée, nous avons réalisé 2 cérémonies à la Mère-Terre. La deuxième, c'était à la Mère-Terre avec la géométrie sacrée. Peut-être c'était une des premières fois que ça se passait, où peu à peu, eh bien, la Gaïa est en train de se réveiller à cet endroit. Nous sommes en train simplement d'amener de la conscience. Et cette conscience permet à ce que les anciennes charges, c'est un lieu qui revient très peu il y a 2 ans, maintenant qui commence vraiment à s'ouvrir, parce qu'on a simplement permis à ce qu'il y ait des libérations de charges, un peu de souffrance dans ce lieu. Si on détaille, voilà, il y a pas mal d'informations qui vont ressurgir. Voilà, puis là, c'est trois éléments liés au point du triangle d'or. Donc juste, je montre, comme si je ne vais pas rentrer en détail, un lieu de force, puisque c'est le Rhône qui traverse la chaîne du Jura avec à droite le Vuache, gardé par Notre-Dame de l'Air. Ici, vous voyez ce point de force. Voilà, ça c'est vraiment un endroit assez spécial à visiter, à ressentir. On ira peut-être l'année prochaine. C'est un endroit qui ne se laisse pas approcher facilement au niveau de ses énergies. Donc en quelque sorte, pour y aller, il faut l'autorisation, ce qu'on peut appeler le tutélaire ou le gardien du lieu. Pour le moment, l'autorisation n'est pas donnée. Donc, je ne vais pas y aller avec un groupe. Peut-être l'année prochaine, en principe l'année prochaine,
ce lieu va s'ouvrir. Vauzoncy, Notre-Dame de Riaumont, un lieu charmant où il y a des mariages, etc. Alors là, on peut y aller. Le gardien est tout à fait accueillant. C'est très intéressant. Donc on y va au mois de mai, durant une journée, pour expérimenter les éléments très singuliers de cet endroit, notamment parce qu'il y a des pierres mégalithiques, probablement un ancien cromlech qui est juste devant la chapelle. Les pierres sont encore là, en partie, elles ont été un peu bougées, mais en fait, elles circonscrivent un endroit de force qui est très singulier. Et puis, je parlais de la pointe du triangle avec la chartreuse du reposoir. Et là, on y est allé, on est rentré là-dedans et on a pu, je pense, vivre des moments très intéressants sur ce point. Fait singulier, la Notre-Dame ici, qui est ici, ça c'est l'entrée du monastère, qui est aujourd'hui un Carmel, qui est lié avec le mont Carmel en Israël, près de Jaffa. Eh bien, voilà, elle s'appelle Yanoa Koeli, ça signifie la porte du ciel. Donc c'est vraiment lié à ça. Hein. On a des relations qui sont étonnantes, et c'est vraiment un lieu qui nous élève. Nous avons fait l'année passée, pour la première fois, une balade sur les chakras de l'un des serpents de lumière de Genève. Eh bien, nous avons à pied déambulé du tertre de la Croix-Rouge, comme ceci, jusqu'à la cathédrale. On a fait ça tout dans une journée. C'est 4 km, c'est pas énorme, mais voilà, tout en ressentant, en échangeant, en regardant ces points singuliers. Donc vous avez ici ces centres d'énergie qui ont été, pour la première fois, il y a une image qui sort de ça. Voilà. À notre avis, ce n'est pas le moment que ceci soit publié. Donc, je jette juste ça comme ça, mais on devra attendre un petit peu pour qu'on en sache un peu plus, en sachant que c'est l'un des serpents de lumière de Genève. Donc, cette nouvelle vision, ici, elle nous implique d'avoir une responsabilité, parce que nous rentrons dans l'intimité de Gaïa. Vous comprenez ça? On rentre là parce que si je touche mon ami Pascal ici, je rentre dans son intimité ici. Donc on doit le faire avec respect. Vous pouvez passer sur la place des Nations, qui est l'un de ces centres d'énergie. Vous pouvez passer dessus, il y a des manifestations, il y a des gens qui viennent parler de leurs problèmes au niveau planétaire. Ces gens-là, ils laissent de la douleur. Et l'endroit se charge. Donc simplement, le fait qu'on a fait une petite prise de conscience, mais on a simplement échangé ensemble avec les gens du groupe, tout d'un coup, ça a basculé dans la lumière. Toute cette énergie lourde, elle s'est dissipée dans la terre-mère. Voilà, on n'a pas besoin de faire grand-chose, c'est mettre de la conscience. Il faut mettre de la conscience de la lumière, hein. Vous avez bien compris. Voilà. Donc, ça modifie notre vision du monde, tout ceci. Mais c'est un peu nouveau. On est bien d'accord que vous ne trouvez pas ça dans les médias. Il ne faut pas pour le moment. Mais je pense qu'ici, il y a des personnes éclairées. Vous pouvez juste en avoir l'information. Et puis, je pense que dans les années à venir, on va reparler de tout ça. On va avancer, très probablement parce que ça a du sens. Voilà, ce qui se passe sur les centres d'énergie, ici, c'est l'augmentation de la vitalité. Donc je vais vous montrer ce qu'on a mesuré à Carouge, parce que c'est extrêmement intéressant. C'est votre vitalité est multipliée de 200 à 400% sur certains points. Voilà le point de Quadruvium, ici, la croisée avec la rue Vautier, ici, la grande veine qui vient de Méditerranée, de l'île de Corse, et qui va pratiquement s'achever à Genève, dans le jardin anglais, et puis qui croise avec cette veine qui est une sous-veine de la grande veine Genève-Mont-Blanc. Voilà, là vous avez cette veine-là, c'est en fait l'ancienne voie celto-romaine. Avant l'époque romaine, les Celtes ils marchaient là sur la Vouivre. Ils marchaient là parce que d'abord, probablement des animaux ont marché avant eux, ils ont tracé une sente, et les animaux se sentaient bien, étaient moins fatigués. Ensuite, les gens étaient moins fatigués. Ensuite, les Romains ont fait des routes là-dessus, et les légions romaines étaient moins fatiguées
pour aller d'un camp fortifié à un autre camp fortifié. Et tout ça, ça s'est inscrit dans le cadastre. Aujourd'hui, les bâtiments de la rue ancienne au XVIIIe siècle, par des maçons qui venaient de Taninges, qui avaient ces connaissances-là, ils ont placé les immeubles sur la Venne, exactement. Donc ça, c'est assez extraordinaire de voir que jusqu'au XVIIIe siècle, ces connaissances ont été interconnectées avec l'urbanisme. Ensuite, il y a eu un moment de silence par rapport à tout ça. Voilà, je passe un peu vite. J'aimerais que vous voyez ceci. La référence, c'est la cour de la mairie de Carouge, ici, où vous avez un biochamp de 2 mètres. Je l'ai mesuré X fois avec d'autres personnes. On a toujours ce rayonnement de 2 mètres, ce qui est la valeur moyenne quand ça se passe bien dans notre biochamp. Et puis, on va mesurer là, à la rue ancienne, à cet endroit-là où il y a une croisée d'énergie, ici. Eh bien, simplement, c'est que les pèlerins de Compostelle, ils passent là. Et quand vous entendez parler du chemin des étoiles, c'est en rapport avec ça. Voilà. Parce que quand vous cheminez là-dessus, vous êtes moins fatigué. Et là, on a mesuré, et votre biochamp fait 10 mètres. 10 mètres. Ça veut dire que vous avez beaucoup plus d'énergie, de tonus. Voilà. Et on a encore fait ces mesures-là à d'autres endroits. Ici, dans un autre centre d'énergie qui est la Maison des Jésuites, ici, qui est une ancienne auberge, qui date, les fondations datent de 1620, c'est-à-dire quelques années après l'escalade. C'est les plus anciennes fondations existantes à Carouge. Eh bien, vous avez un bâtiment qui est placé exactement sur la croisée et orienté sur ces 2 axes. Et là, vous avez un rayonnement de 15 mètres. Quand on est dans cette cour, on est bien, on finit nos visites du Vieux Carouge. Ici, avec les groupes, ça se passe super bien. Les gens sont euphoriques. Il y a véritablement un moment d'euphorie qu'on se met en fait à partager dans ces endroits. Voilà. Le site de la déesse. Alors, je montre quelques images ici, qui est au pied du Salève. Donc, ce lieu est emblématique parce que, voilà, ça c'est la plaine aux Dames. Et puis, l'énergie de la veine du Mont Blanc, elle arrive par le plateau des Bornes à la Croisette, et elle va se partager en 2, une ici, et la veine va débouler exactement ici. Elle descend là, et à l'époque mégalithique, c'était une zone qui était extrêmement peuplée à la manière de l'époque, c'est-à-dire pas avec beaucoup de gens, mais il y a des habitations très anciennes qui sont là. Et la veine descend, elle passe ici, et là, elle fait un coude presque à 90 degrés, et elle va aller à l'endroit où était placée cette pierre, sur un tumulus qui a été arasé au XIXe siècle et qui est aujourd'hui dans la cour du musée d'art et d'histoire. Alors, on l'appelle Pierre aux Dames parce que vous avez trois personnages féminins ici et un masculin. Et nous avons ici le lien avec ce qu'on appelle les matronae, c'est-à-dire les mères, les déesses en fait féminines, dont on peut retrouver les traces sur des stèles existantes. Pardon. Voilà, vous avez ici 2 stèles, ici, et ce sont les déesses de l'abondance, de la beauté et de la fertilité. Donc c'est un endroit qui est dédié au féminin sacré avec le masculin, on va dire solaire, parce que le masculin, il est là avec un phallus en érection qu'on peut juste voir sous certains angles de lumière, etc., et qui est manifesté par le quartz dans le granit. Donc il y a un jeu très subtil. Quand vous êtes devant cette pierre, eh bien, waouh! Si vous rentrez en communication avec l'intention des anciens, ça va être vraiment un moment intéressant à partager. Alors, voilà, et ça réveille les pierres qui sont dans le musée, qui sont, je dis, elles dorment ces pierres parce qu'elles sont oubliées de tous. Non, elles ne sont plus oubliées parce qu'on peut célébrer quelque chose avec ça. Voilà, et puis le tumulus, il est là, ici avec la pierre aux dames. Et puis là, il y a 4 mégalithes qui ont été posés. Quand j'ai fait le relevé sur les plans de Blondel, qui sont assez précis, j'ai vu qu'il y avait une forme géométrique qui ressortait là-dessus. Voilà, c'est ça que j'ai juste ressorti.
Donc, j'aimerais juste vous montrer à quoi ça correspond, parce que ça a été fait, on ne sait pas exactement, mais c'est entre moins 2000 et moins 4000. Donc, ça fait entre 4 et 6000 ans que ça a été posé là. Ces barbares, vraiment frustes, maîtrisaient la géométrie sacrée. Ils maîtrisaient le code phi, en fait, puisqu'on a ici, en fait, des triangles d'or qui forment deux triangles, vont donner ici cette forme-là, qui est la matrice de la grande pyramide de Gizeh, qui est en fait basée complètement sur le principe du nombre d'or. Voilà donc, j'ai nommé ça le losange d'or, ici, et c'est quand même étonnant que les anciens ont amené un tel niveau de conscience ici. Donc, de mettre ça en exergue, en fait, nous rendons la liberté de l'énergie de ce lieu en mémoire aux anciens, et ça commence à se réveiller. Je précise que les pierres ne sont plus là, mais les énergies sont encore là. Donc, quand on y est, on va en fait travailler sur ce point-là, qui est un lieu où on peut encore ressentir la présence de l'ancienne pierre. Et puis, je remercie Alexandra Murer, qui, en décembre 2017, elle arrive du travail en bicyclette, à la tombée de la nuit, il y a la lune qui se lève ici, vous la voyez, et puis elle sent qu'il y a une lumière incroyable, elle prend la photo, il y a une pierre ici qui fait partie probablement des anciennes zones mégalithiques, et puis, voilà, regardez ce qui apparaît. Et ça, pour le voir, ben, je veux juste vous dire, moi j'y retourne, je ne le vois pas. Mais elle l'a vu, elle l'a pris en photo, il y avait l'énergie de sa prise de conscience sur la photo, et vous pouvez voir ici un tutélaire qui se manifeste ici. C'est pas pour le cerveau, on n'est pas ici cerveau gauche rationnel, on est juste dans le mode cerveau droit, intuition du cœur. Je voulais juste apprécier ces belles photos, hein, c'est extraordinaire. Merci Alexandra de m'avoir fait confiance en me donnant ces photos, et j'ai vraiment un plaisir de les partager avec vous. Donc vous voyez bien ici le nez, les deux yeux, le visage et la bouche. Hein. La neige joue un rôle dans cette lecture-là. Hein. Donc imaginez quand les anciens ont pris conscience de ça. Ils ont dit « Wow, il y a vraiment de l'énergie ici parce que le tutélaire ou les tutélaires sont ici. » Donc on va pouvoir travailler la conscience avec le plan, l'alignement. Voilà, tout ça, c'est très beau. Je vais avancer, j'aimerais avoir l'heure. Il reste 10 minutes. Donc, on va devoir faire une prochaine conférence parce que la dernière partie, je ne vais pas pouvoir la montrer. Je suis désolé, on ne va pas arriver. Voilà. Mais on va bien apprécier là-dedans. Voilà. Non, mais la salle, on ne peut pas rester jusqu'à minuit ici. Voilà. OK, alors, le nid de l'aigle, c'est la zone fondatrice de Genève. Hein. Le théâtre et la cathédrale. Je vais vous montrer juste quelques éléments singuliers. Donc ça, c'est ce dont nous vous avons parlé. Les points en bleu, c'est les endroits dans la cathédrale avant la Réforme où le principe féminin était posé. Donc vous avez d'abord sur le fronton, vous aviez sur ce fronton roman qui a été démoli, hein, qui joue en fait dans la cassure de l'harmonique de la cathédrale parce que le fronton actuel, il est là, ici, entre ici et là. Donc on a cassé la géométrie sacrée de cet édifice en détruisant, parce qu'il commençait à s'effondrer, donc il y avait des raisons pour ceci. Et puis on avait un fronton avec bien sûr Notre-Dame dessus, il y avait le Maître Jésus et Saint-Pierre auquel est dédiée la cathédrale. Donc tout ça a disparu au XVIIIe siècle, mais avant, eh bien, la chapelle Notre-Dame ici a disparu, l'oratoire de l'Annonciation ici a disparu, et cette chapelle qui est actuellement la chapelle des Maccabées, on ne sait pas trop d'où vient ce nom, mais les Maccabées, ça veut dire c'est là où les morts sont enterrés. Voilà, la relation, elle est simple. Mais avant, c'est la chapelle Notre-Dame. Elle était construite avec l'intention féminine. Donc, quand vous savez que, vous voyez ici, ça c'est
la largeur condensée de la veine d'énergie qui vient du Mont Blanc, qui passe exactement ici, à l'axe de la chapelle. Donc ça veut dire que les bâtisseurs, vers 1490, ils repèrent encore le courant parce qu'ils vont poser cet édifice gothique flamboyant. Eh bien, on y met Notre-Dame dessus. Et ça a du sens. Et puis, il y a bien sûr aussi l'oratoire de Calvin, qui est lui-même une église romane du XIIe siècle, dédiée à Notre-Dame. Et avant ceci, il y avait un temple romain. Et avant le temple romain, il y avait un lieu celte sur ce point-là. Donc, vous voyez un peu la pérennité de ces lieux. Et puis cet endroit-là, vous voyez ce pointillé, ça c'est très précis, c'est la forme de l'ancien tumulus, le premier tumulus, lieu sacré à Genève, on est au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc on a retrouvé ici un être éclairé, un chef respecté qui a été inhumé, et qui, c'est très étonnant parce que c'est, je pense, le seul reste humain, donc son squelette est encore en place, vous pouvez le voir, dans le sous-sol. C'est le seul qui reste, tout le reste a été enlevé, pour autant que ça ait été mis à jour, bien sûr. Mais il y a beaucoup de rayonnement à cet endroit-là. Et juste au-dessus, donc vous avez la nef, et vous avez ce qu'on appelle la chaise de Calvin. Juste au-dessus, c'est l'endroit où prêchait Calvin. Cette chaise qui est fixée au pilier, elle est sur un des endroits où il reste encore de l'énergie dans la cathédrale. Donc il y a une pérennité comme ça qui s'exprime au travers des siècles. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur toute cette zone. Donc la mise en lumière a fait beaucoup de bien pour Genève. Comment les anciens, pourquoi est-ce qu'ils ont orienté les édifices de cette façon-là? J'ai ma petite idée, parce que j'ai orienté des maisons sur des études de terrain avec la géobiologie, le feng shui et tout ça. Donc je sais sur quoi on va s'accrocher. On va accrocher l'énergie d'une maison qui est faite dans l'alignement de la géométrie sacrée, de la géomancie, etc. Les anciens travaillaient sur ce qu'on appelle des axes tonales, c'est-à-dire c'est des lignes d'énergie qui sont la ligne qui vibre à cet endroit-là à ce moment. Et si vous accrochez un édifice dessus, l'édifice va multiplier son énergie par un facteur de 10, de 50 ou plus. Il va vraiment se mettre à rayonner comme un violon qui est bien accordé, un Stradivarius en l'occurrence. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que, ça on peut le faire avec les cartes géographiques, le logiciel Google Earth, c'est que tout ça est orienté en fait sur des pointes de montagne. Donc il y a la maison Tavel, l'oratoire de Calvin et la cathédrale sont orientés sur des pointes. Il y a quand même, le massif, il fait quand même 30 km 20 km de large. Les pointes, elles ne sont pas partout. Non, ces trois édifices sont axés sur des pointes importantes parce que, en fait, ces axes, ils sont calés dessus au niveau énergie fractale, ce qu'on appelle l'inductance de l'énergie de la Terre. Alors, on prend, ça c'est vraiment pris dans l'axe de la cathédrale, hein, l'angle de vue. Vous voyez juste devant ici l'aiguille verte, ici, qui est très puissante. C'est un immense massif qui est à gauche du Mont Blanc. Hein. Si vous allez un peu marcher à ses pieds, vous verrez que la montagne est puissante, hein, à différents points de vue. Pic cristallin, c'est du granit. Et puis, bien sûr, le môle. Ça veut dire que la cathédrale, elle est orientée sur ces deux pointes qui, parce qu'on a l'édifice est dessus, sur cette veine-là, il reçoit l'énergie de ces veines. Voilà, donc si on fait une synthèse, le vaisseau cathédral est orienté à peu près au milieu à 114,5 degrés. J'ai fait des relevés assez précis, ouais, j'ai pinaillé pour vraiment être au fait, publier ça, marquer dans un ouvrage, ok, j'ai pris cette responsabilité, ça a été orienté là-dessus. Et ça, vous pouvez le voir que si vous montez sur les flèches de la cathédrale. D'accord ? Là, on est en haut, la tour nord. Ça veut dire qu'en bas, pendant des siècles, ils ne savaient pas où étaient les montagnes. Ils ne pouvaient pas. Vous avez le petit Salève devant. Donc, c'était impossible de le voir. Si vous le voyez à distance dans des endroits dégagés comme la rive droite, vous ne pouvez pas caler un édifice si vous n'êtes pas à l'endroit même. Donc, ça vous met en évidence, en fait, la réalité de ces axes tonales que j'ai personnellement expérimenté du point de vue professionnel
Et comment les anciens ils ont fait pour orienter tout ça? Alors, on en est où là? Encore 10 minutes? Comme il y a 5 minutes. Bon, alors on avance un petit peu. Mais ça, les questions, c'est après ou bien? OK. Alors, peut-être, voilà. Voilà. Tavel, j'ai nommé. Demeure alchimique. Si vous étudiez la maison Tavel, c'est extraordinaire. Donc, c'est tout un pont là qui n'est pas dans les manuels historiques, hein, mais ça va l'être parce qu'il va y avoir une publication là-dessus, hein, normalement, que je devrais réaliser. On a tout d'abord la croisée du Cardo d'Ecumanus, qui sont dans les caves de Tavel. Donc, si vous voulez, c'est les dorsales de la colline. Hein. Ça correspond à cet axe de la colonne vertébrale et puis cet axe-là. C'est des centres qui sont connus, cette façon de faire est connue des Romains et bien avant eux, des Anciens. Ça veut dire que c'est des points de force, points de concentration. En plus, il y a une veine d'eau souterraine qui passe et il y a vraiment de l'énergie dans ces endroits. Il y avait de l'énergie à Tavel, il y en a un peu moins maintenant. Hein. Bon, ça c'est un élément un peu de discussion. OK. Et puis, lorsque j'ai vu ces chapiteaux, parce que c'est grâce à eux que tous ces documents ont été faits, sont des chapiteaux à Sistelle. Or, ils ont été conçus par des tailleurs de pierre qui ont été formés par les cisterciens. Et ils ont été formés en premier lieu à Fontenay, en Côte d'Or, donc c'est en Bourgogne. Et dans ce lieu, c'était vraiment l'endroit où la géométrie sacrée a pris un nouvel élan avec le gothique, avec des données qui sont venues d'Égypte, de Terre Sainte, vers 1120. C'était une université de la géomancie, de la géométrie sacrée, en fait de la conscience des anciens en Europe. Et c'est à cet endroit-là que les grandes cathédrales ont été planifiées à Fontenay. Donc, ces tailleurs de pierre ont ces modèles. Et puis quand j'ai vu ça, je dis, ah, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer là. Bon. Donc j'ai commencé à creuser. Et puis, plus je creusais, plus j'ai commencé à trouver des informations tout à fait singulières. 2 tours au départ, une seule subsiste, donc ça veut dire qu'à la gauche, il y avait aussi une tour. Vous voyez ici la chapelle Notre-Dame, pas des Maccabées, mais oui, mais Notre-Dame, elle pointe exactement dans l'axe de Tavel. Vous avez la maison Tavel ici, l'autre tour était là à l'époque. Donc à l'axe, vous avez ce jeu-là. C'est l'endroit où passe la grande veine d'énergie, Genève-Mont-Blanc. Et puis, je passe, je suis désolé, je passe là. Vous voyez donc l'orientation ici de Tavel, cet axe-là, c'est l'azimut de 128 degrés qui arrive sur l'aiguille de Bionafset. 128 degrés, c'est 1 degré de l'axe d'or de 127 degrés, ça veut dire qu'on est juste sur cette énergie matricielle importante. On est dans une parallèle en fait. À peu près la largeur de la veine de Chi ici, qui est vraiment de part et d'autre, hein, cette énergie donc elle va dans ce sens-là, hein, principalement parce que ce n'est pas seulement en un sens, c'est une sorte d'autoroute à 2 voies, mais la voie principale, elle est dans ce sens-là. Le Cardo d'Ecumanus, c'est un mode de représentation pour que vous ayez une idée en fait à quoi ça ressemble. En sachant que si vous le continuez à gauche ici, vous arrivez sur la porte sud du Moyen-Âge qui était posée vraiment à l'axe. Là, il y a une veine d'eau souterraine, c'est dans la géologie que ça se passe, c'est vraiment fixe, ça ne bouge pas. Et puis vous avez les marronniers. Marronnier officiel bis, ceux qui fleurissent avant tous les autres. Beaucoup de fertilité, parce qu'on est sur une veine d'énergie. Et puis, il se trouve qu'on est sur un des chakras de Genève, précisément un chakra solaire, c'est pour ça que je l'ai représenté en jaune, c'est-à-dire plexus solaire, ici. Voilà. Et ça, c'est connu des anciens, parce qu'on dit, ça c'est l'histoire, c'est l'histoire urbaine de l'époque romaine. César y a résidé. Donc voilà, simplement, il y a un écrivain au XIXe siècle qui a écrit là-dessus. C'est que des pures hypothèses. Mais néanmoins, les Romains n'allaient pas poser leurs fessiers partout, plutôt dans les bons endroits. Voilà. Et puis, quand j'ai commencé à amener la géométrie sacrée là-dedans, je n'ai pas été déçu.
il y a eu des circonstances très étranges qui m'ont amené à aller faire les mesures laser dans Tavel. Donc j'avais les plans que vous pouvez acquérir, hein, les plans des relevés officiels, qui sont très précis, au centimètre près, relevés par les archéologues. Et là-dessus, j'ai fait les mesures laser pour voir que les plans étaient vraiment aux dimensions sur mon logiciel, que je pouvais vraiment compter là-dessus. Et puis là, j'ai commencé simplement, très vite, j'ai mis les mesures égyptiennes dessus, celles qui ont été apportées d'Égypte par les Templiers à Fontenay et qui ont été utilisées dans la plupart des grandes cathédrales en France, à l'époque gothique. Et moi, je peux juste vous dire que ce bâtiment, il est en fait géométré sur des modules qui sont les modules égyptiens. Et ça, c'est une précision de l'ordre du centimètre à peu près dans ces ordres de grandeur ici. Donc ça veut dire que cette salle ici, la cave principale ici, elle mesure ici 21 coudées par 30 coudées. Précision, je dis 1 à 2 cm. Donc à 1 à 2 cm, vous êtes à peu près sûr que c'est cette coudée-là, cette coudée égyptienne qui s'appelle la coudée royale ici, qui mesure 52 cm 36, qui a été utilisée. Et quand vous voyez que tout ça correspond à des modules de coudées, ça c'est les coudées, hein, vous voyez que dans tous les sens ça correspond, vous êtes certain que c'est le module qui est utilisé. Mais ils ont fait plus fort encore, c'est qu'ils ont adopté un module plus grand qui permet de revenir à des nombres matriciels. Ce module-là, c'est 5 coudées royales, ce qu'on appelle la canne royale de 2,618 m, que vous voyez ici représenté par ces modules. Et vous voyez ici que, là, par exemple, les tours ici, l'ancienne est ici, mais on le sait parce qu'il y a les fondations encore qui subsistent, eh bien, elles sont placées sur cette matrice-là. Donc là, vous avez 4 modules de distance, un qui finit à gauche, un qui finit à droite. Et puis, on va retrouver ces modules ici au nombre de 10, qui vont arriver exactement ici. Ce qui fait que là, on est sur, en fait, une proportion d'or, ici, à l'intérieur. Hein, à l'intérieur. Là, on est sur un rectangle racine de 2. Donc, c'est tous des éléments qui se dessinent au compas, mais il y a des unités de mesure. Donc, on est ici relié à quelque chose de très ancien, parce que ce sont des mesures qui sont en vigueur depuis à peu près moins 3000, mais sans doute bien avant, parce que l'Égypte a ces informations depuis très longtemps. Je continue. Donc, vous avez ici les modules. Donc, 6 modules phi carré. Pourquoi phi carré? Parce que ce module mesure 2,618 m. C'est le nombre d'or exprimé en mètres au carré. En sachant que les anciens Égyptiens travaillaient avec le mètre. Vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, mais quand on creuse et qu'on a les informations, on le sait. Travailler avec le mètre, travailler avec les coudées et travailler avec la brasse. Ces 3 systèmes sont intriqués et créent la cohérence de charge qui permet à ce que l'énergie du vide se mette en mouvement pour devenir du chi, c'est-à-dire de l'énergie qui va parcourir vos centres et vous nourrir. Mais nourrir la société, nourrir les organes d'État, etc., etc. Donc ça a un impact en fait au niveau social, au niveau historique et au niveau de la gouvernance d'un État. Pourquoi l'Égypte a duré autant de temps? Parce que aussi ces informations, ou ça c'est peut-être à cause d'eux, qu'elle a duré si longtemps parce qu'elle était en fait ancrée sur ce type d'énergie qui sont en fait de l'ouverture de conscience. Je fais vite, hein, bien sûr, avec tout ça. Mais on va arriver gentiment à la fin. Voilà. Donc, cette coudée royale, en 2008, on en fabrique une, en ébène, ici à Carouge. C'est un compagnon qui l'a façonnée avec la précision du 10e de millimètre. Et puis, on va la rapporter en Égypte. Elle était oubliée, hein, simplement. Et vous la voyez ici à droite. Regardez ce qui s'est passé. Je place la coudée dans les redans intérieurs de Saqqara. Je place la coudée et je la lâche. Elle tient toute seule. Ça veut dire que là, on a une pierre ici en forme de U, ici. Cette pierre-là, c'est un U, donc c'est vraiment un monolithe. Hein. La précision du 10e de millimètre, vous mettez la coudée, elle tient toute seule. Elle n'a pas été raflée sur les côtés parce qu'elle est très lisse. Je l'ai mis. Donc c'est des moments, j'incline très fort, vraiment.
Là, vous vous dites, waouh, on fait le lien avec les anciens. Voilà. Et quand vous savez que cette coudée, c'est en quelque sorte la longueur d'onde cosmique qui vous rattache à la source, vous dites, pourquoi ces endroits, ils durent autant? Pourquoi ils vous émeuvent? Pourquoi les grandes cathédrales gothiques comme celle de Chartres, parce que je sais, j'ai la certitude, d'autres ont travaillé, je ne suis pas seul, que c'est tout basé sur ces modules de la canne de 2,618 m. Hein. Absolument, absolument. Et je peux juste vous dire aussi que le bourdon de Notre-Dame, le diamètre du bourdon de Notre-Dame, qui est très ancien, il fait 2,618 m de diamètre. Et plus récemment, et ça c'est le porte-avions Charles de Gaulle, fait 261,80 m de long. Il y a peut-être des compagnons qui ont travaillé au niveau ingénierie là-dessus. Non, mais c'est la France. La France n'est pas bête du tout. Il y a les gilets jaunes, bien sûr, mais qui sont en train de réveiller la nation. Voilà, donc, vous voyez la beauté de ce remplacement. Vous voyez, donc cette coudée, en fait, qu'on a recréée, elle a créé toute une stimulation, je continue. Et d'où elle vient? Elle vient d'une matrice qui s'appelle la fleur de vie. Pourquoi? Parce que cette matrice, on appelle ça la géométrie de tous les possibles. Vous avez le code de l'ADN, vous avez différentes figures, vous avez les cellules souches qui sont là-dedans représentées en 3 dimensions. Bien sûr, il faut rentrer là-dedans, c'est un gros truc. On va le faire dans un mois à Pente. On va avoir un séminaire là-dessus, 2 séminaires sur la fleur de vie. Elle est là-dedans, en fait, parce qu'elle a des mesures, cette fleur. Et voilà, la coudée royale, si vous avez ici un cercle de 1 mètre ici, 1 mètre ici, eh bien la coudée, elle est là, c'est-à-dire c'est la 6e partie d'un cercle qui vaut 1, l'unité. Exprimée en mètres, c'est la 6e partie de pi, 3,14 divisé par 6, ça donne 52,36. Mais c'est calé dimensionnellement avec le mètre. Voilà, donc en fait la coudée royale, elle est arquée ici. Jacques, essaye de conclure dans 3-5 minutes. Alors on va foncer là sur la fin. Ok, la canne de 2,618 m, elle est là, ici. La matrice, c'est le pied de la tour. Donc la base mesure 2,618 m ici, à peu près à la médiété, parce que la pierre est un peu usée, hein. Mais on a vraiment cette mesure qui est là, ici, qui a été mesurée ici avec mon épouse. Et puis, là, il y a vraiment un axe. Et je dis cet axe-là, c'est la reliure, en fait, du livre de Tavel. Vous allez voir juste les images ici, là où il y a la tour qui subsiste. En fait, si c'est un livre, on va ouvrir le livre, on va tourner la page, on va obtenir un livre ouvert. Et à ce moment-là, vous obtenez ici 11 modules, phi carré. Je suis très content parce qu'on est juste dans le timing. Et vous posez ceci sur la base de la grande pyramide. Et vous voyez que la maison Tavel, en livre ouvert, elle repose exactement 8 fois dans la largeur de la grande pyramide. Donc, il y a une grande connaissance qui a été mise en place à Genève. Ici, c'est fin du XIIe siècle ces bases ont été posées. Elles sont pérennisées aujourd'hui parce que l'édifice existe toujours, c'est le plus ancien de Genève d'ailleurs. C'est un musée qu'on peut visiter. Peut-être aussi à le refaire vivre avec ces informations-là. Et c'est quelque chose de grand. Voilà, donc je termine gentiment. Vous avez ici un petit peu juste les mémos. On signifie ce qui devient lumineux. 8, c'est le nombre de l'énergie de la source infinie au plus profond de la matière. Donc on va rejoindre ici des extrêmes par cette géométrie. Et puis voilà, je termine. Donc nous sommes ici dans un centre planétaire honoré par la conscience d'humain éclairé. Gaïa, la mère Terre, le féminin sacré. Et je reprends ce que j'ai dit il y a 2 ans, ici, le mot-clé qui était donné par un maître de sagesse. Je cherche à fusionner, à unir et à servir. Ça, c'est Saint-Genève, c'est Genava. Voilà, ça, c'est l'énergie de Genève, ici. Que je termine avec aussi
la beauté de ces griffons, de ce griffon qui vient du monument Brunswick. Voilà, et la cathédrale au fond. Voilà, je suis arrivé au bout.